Bonjour à tous et bienvenue dans Choc du Monde, le magazine des crises de la prospective internationale de TVL. Ça y est, Donald Trump a prêté serment. Le voici donc 47e président des États-Unis. Il poursuit sa révolution, une révolution qui a débuté non pas l'année passée, mais il y a déjà 8 ans. Trump impose une norme, sa nouvelle norme. Il entre donc avec une nouvelle administration, mais a-t-il les mains libres pour agir davantage qu'il y a 4 ans? Que fera-t-il et que fera l'Europe? Poutine ou encore Xi Jinping. Alors pour répondre à tout cela, je reçois le professeur Édouard Husson. Professeur, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de répondre présent à l'appel de Choc du Monde. Je rappelle que vous coéditez le Courrier des stratèges et co-dirigez l'Institut Brennus, un institut, un think tank en affaires internationales. Mais revenons à Donald Trump, parce qu'à midi hier, celui-ci a signé ses premiers ordres exécutifs. Visiblement, il mène une blitzkrieg. Il surfe sur sa victoire écrasante et veut, selon ses propres termes, je cite, briser le déclin américain. Il a rétabli TikTok aux États-Unis. L'immigration est désormais une priorité nationale dans le Sud. Les cartels ont été désignés comme des organisations terroristes et dorénavant, l'État fédéral ne reconnaîtra plus que 2 genres, male et female. Qu'en pensez-vous ? Édouard Husson, y a-t-il là le début, une marque de Trump? Qu'est-ce que cela annonce des 4 prochaines années? Je crois qu'il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est que comme Trump n'a pas été réélu en 2020, il peut se présenter pour un nouveau mandat, mais on a presque envie de dire, on a l'impression que c'est son 3e mandat, c'est-à-dire qu'il y a eu un mandat en creux entre les deux. Il a tellement dominé la politique américaine. Biden, finalement, n'a fait de la politique que comme de l'anti-Trump. Et là, Trump revient et dit on reprend là où ça s'est arrêté en 2020. Et il a eu le temps de se préparer pendant 4 ans. Par ailleurs, quand on regarde objectivement le bilan de son premier mandat, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, si on laisse de côté les mois du Covid, Trump avait réalisé 80% de son programme de la campagne électorale. Et je crois que c'est ce qui plaît aux Américains. C'est pour ça qu'il est passé de 62 millions de voix en 2016 à 74 en 2020 et à 77 millions en 2024. C'est parce que les Américains le voient comme quelqu'un qui agit, c'est-à-dire à l'opposé de la classe politique qui parle. Alors c'est la décennie Trump, donc si je vous comprends bien. Hier, il a critiqué les grâces accordées par Joe Biden avant son départ. On a l'impression qu'il veut enterrer cette administration démocrate qui s'est un peu rebellée contre sa révolution. Biden a voulu éviter des poursuites judiciaires injustifiées et politiquement motivées, donc contre Anthony Fauci, qui a dirigé la lutte anti-Covid et qui est une bête noire des Trumpistes. Mais il a aussi gracié son frère James Biden, sa sœur Valerie Biden, son fils Hunter Biden en décembre. Une guerre judiciaire avait été menée contre Trump, bien sûr. Elle a échoué. Les démocrates craignent que Donald Trump fasse de même contre eux. Pensez-vous qu'il a le caractère pour faire ça ou passera-t-il par-dessus ? Non, je crois que si vous voulez, on est dans une guerre très dure qui est une guerre civile larvée. Elle ne sera pas forcément violente, elle ne sera pas forcément sous forme de coups de feu échangés sur le territoire américain, ce ne sera pas la guerre de sécession, mais c'est en fait le remplacement d'une oligarchie par une autre. C'est-à-dire que je crois, et d'ailleurs il y a quelque chose qui est très significatif. Je sens une critique en creux dans votre propos. Oui, bien sûr, parce que je crois qu'il faut parler objectivement. Quand je vois Musk, Zuckerberg et Bezos qui sont derrière la famille Trump lors de l'inauguration, je me dis, chapeau, vous avez changé de camp. Vous êtes allé du côté du plus fort. Et je crois que c'est important de rappeler, parce qu'en France, on est très passionnel sur les États-Unis. Il y a 2 pôles de la République américaine. Il y a le pôle oligarchique et le pôle démocratique. En fait, ce qui s'était passé, c'était que les démocrates avaient tiré tellement loin du côté de l'oligarchie, en particulier par la financiarisation de l'économie, par les guerres perpétuelles, que Trump s'est appuyé sur la démocratie américaine pour dire on va changer tout ça. Mais ne nous faisons pas d'illusions, il va aussi libérer des puissances financières, il va alimenter financièrement le Pentagone, etc. Donc ça n'est pas, je crois qu'il faut pas tomber dans le piège de dire c'est une révolution populiste. Non, c'est une tentative de régénérescence de la de la République américaine en retrouvant un équilibre entre un pôle démocratique et un pôle oligarchique.
Vous évoquez les nouveaux hommes de Donald Trump. Je vous propose de voir à quoi ressemble la nouvelle administration Trump. La voici donc en illustration. Évidemment, ils doivent encore être confirmés par le Sénat, mais la révolution Trump, elle est là aussi. Trump est, semble-t-il, beaucoup mieux préparé au pouvoir qu'il y a 8 ans. Alors, toutes ces personnes sont relativement méconnues en France. Par exemple, Pete Hegseth, qui devrait diriger le Pentagone. Mais nous avons entendu parler de Kennedy Jr., dont la nomination n'est pas encore actée, bien sûr de Musk que vous avez déjà évoqué, d'Orusson, ou encore de Gabbard et de Marco Rubio qui dirigera la diplomatie américaine. Marco Rubio est très partisan d'Israël, un peu moins de la Chine et de l'Ukraine de Zelensky. Alors, vous êtes sur X, Edouard Husson. Êtes-vous un fan de Musk ou vous inquiète-t-il donc ? Ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire, je considère qu'Elon Musk est un des rares très grands industriels occidentaux, objectivement. On n'a pas beaucoup en Occident, je parle pas de la Chine ou d'autres pays, mais en Occident, en Europe et en Amérique du Nord, on n'a pas beaucoup de grands capitaines d'industrie comme il y en a eu au 19e siècle. Et donc, Musk, il est d'abord ça. Ensuite, c'est quelqu'un qui a compris que la bureaucratie étouffait l'économie. C'est quelqu'un qui a compris que la politique environnementale était devenue fatalement idéologique. Et par ailleurs, pour des raisons personnelles, puisqu'il a eu un drame avec un de ses enfants, il a compris le côté néfaste de l'idéologie du genre. Qui a changé de sexe. Ses enfants ont changé de sexe. Il a choisi de se rallier à Trump. Je pense qu'il a été absolument décisif dans le ralliement à Trump. Alors ensuite, combien de temps durera l'attelage? Parce que il y a un moment où Trump pourra rappeler à Musk que c'est lui le patron. C'est vrai que Musk, ça part un peu dans tous les sens. Et puis il a une espèce de démesure. Va-t-il défaire les gouvernements en Europe, etc. Mais sur le fond, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il va faire avec Ramaswamy. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont vraiment faire une cure d'amaigrissement de l'État fédéral? Et s'ils réussissent ça va avoir un impact considérable sur la taille des bureaucraties en Europe. Et en particulier, je pense que ça va... Jusqu'en Europe, parce que je pense qu'en particulier, ça va ébranler beaucoup le pouvoir de la Commission européenne à terme, si il montre qu'en fait, aujourd'hui, nous sommes sous l'emprise de bureaucraties proliférantes. Vous envisagez une nouvelle révolution, comment dire, libertarienne, libérale, qui aurait un impact sur l'ensemble de l'Occident? Je pense qu'il y aura un grand impact de ce point de vue-là. Et d'ailleurs, je crois que certains des partisans de Trump en France ne se rendent pas compte de ça. C'est-à-dire que vous utilisez le terme de libertarien. Oui, c'est certainement la face libertarienne de ce qui va se mettre en place et dont Musk a la charge. Et c'est sûr, nous sommes confrontés aussi en Europe à un État de plus en plus lourd, envahissant, donc on peut supposer que nous serons nous aussi au pied du mur. Pardonnez-moi, si Trump fait pression, par exemple, pour l'augmentation des budgets militaires en France, il va bien falloir trouver l'argent quelque part. Donc il va falloir faire des choix sur ce que finance l'État. Prenons un pays comme la France qui est super endetté. Ça n'est que le début d'une crise ça va être le choc en fait lié au Trumpisme. Et je pense qu'il a les mains beaucoup plus libres lors de ce deuxième mandat. Ah, mais vous évoquez justement un choc parce qu'il y a en effet déjà, semble-t-il, un vent de panique en Europe avec l'entrée de Trump au pouvoir. Nous allons être écrasés, a déclaré François Bayrou, si la France et l'UE ne font rien face à Trump. C'est le retour de la loi du plus fort, a aussi regretté Jean-Noël Barrot, donc le chef de la diplomatie française, sur BFM hier, tandis que Dominique de Villepin s'inquiétait de la, je cite, brutalisation et du logiciel du Trumpisme qui se moque des règles. Bon. Cette panique, est-ce un cliché? Comment la décrivez-vous? Comment la ressentez-vous à votre tour? Il y a quelque chose qui m'amuse, y compris chez Villepin d'ailleurs, c'est que, objectivement, la politique de Biden a été d'une brutalité inouïe. Biden a lancé l'Union européenne dans un soutien à l'Ukraine contre la Russie, qui a cassé l'économie du continent. Et aujourd'hui, plus personne d'informé ne va nier que ce sont les Américains qui ont fait sauter Nord Stream. Donc, si vous voulez, ça m'amuse, parce qu'en fait, Biden était aussi brutal, sinon plus, que ce que va faire Trump. En revanche, ce qu'on apprécie
moi personnellement, ce que j'apprécie chez Trump, c'est sa franchise. C'est-à-dire que là, il y avait un côté sournois dans l'équipe Biden avec le sourire, les grands principes, la démocratie, etc. Sauf que ça a été atroce pour l'Europe, ce qui s'est passé depuis 4 ans. Avec en particulier une capacité à attirer les grandes entreprises qui avaient des difficultés du fait du renchérissement de l'énergie en Europe, à les attirer aux États-Unis par l'Inflation Recovery Act. Bon, donc il y a rien de nouveau, il y a une méthode, et moi je préfère la franchise d'un Donald Trump à l'hypocrisie d'un Joe Biden. Je crois que c'est ça la différence. Alors, bon, panique, peur aussi. Stéphane Séjourné, semble-t-il, a peur d'une guerre commerciale entre les États-Unis et l'Union européenne, alors que l'Union européenne est, selon ses propres termes, engagée pour l'Ukraine sur un front de l'Est. Alors Trump veut que les Européens paient pour leur défense, vous l'avez évoqué, Dorisson, et fassent passer leur budget de défense de moins de 2% de leur PIB à 5%. C'est énorme. Et tout cela, évidemment, pour soulager le contribuable américain. Alors, Séjourné a dit d'accord, en principe, mais en échange, la Commission ne veut pas de guerre commerciale avec les États-Unis. Selon lui, les Européens ne peuvent pas mener à la fois la guerre commerciale contre les Américains et une guerre en Ukraine. Il disait cela hier sur France Inter. Donc, l'UE veut proposer un tel deal à Trump. Est-ce possible? Est-ce une bonne idée? Trump sait-il qu'il est à ce point en position de force? Je pense que Trump sait qu'il est en position de force pour différentes raisons. D'abord parce que les Européens ont peur, visiblement. C'est quand même la panique à bord, que ça soit à Londres, que ça soit à Berlin, que ça soit à Paris. Puis il y a un côté Calimero. C'est trop injuste, quoi. Je veux dire, et bon, mais sur le fond, je veux dire. Le paradoxe dans tout ça, c'est que Trump va, dans la mesure du possible, vouloir arrêter la guerre d'Ukraine. Nous autres Européens, on devrait s'en réjouir, puisque cette guerre, de toute façon, ne nous a apporté que des ennuis, un renchérissement des prix de l'énergie, de l'inflation, des pertes d'emplois, et donc on aurait toutes les raisons de s'en réjouir. Donc je comprends pas bien le balancement de ces journées, et d'une manière générale, moi ce qui me frappe, c'est l'incapacité de l'Union européenne à comprendre le nouveau monde. Alors, je ne sais pas si Trump pourra adapter les États-Unis au nouveau monde, celui des BRICS, celui de la recréation d'un ordre international, mais en tout cas, l'Union européenne mène une guerre qui est totalement en retard. C'est un combat d'arrière-garde, bien sûr. Vous avez évoqué les prix de l'énergie en Europe. Trump dit vouloir fournir du gaz, beaucoup de gaz à l'Europe. Là aussi, il veut la paix en Ukraine, semble-t-il, selon ses propres dires, mais il va bénéficier de la guerre qui a eu lieu. Alors, il y a des contradictions fondamentales. C'est là que je dis, il y a beaucoup plus de continuité que ce qu'on croit entre Trump et Biden de ce point de vue-là. Je rappelle quand même que le premier qui a critiqué Nord Stream et qui a mis sous pression les Allemands, c'est Donald Trump dès 2017-2018. Alors, il n'aurait sans doute pas sournoisement fait sauter Nord Stream, comme l'a fait Biden, mais en revanche, il aurait mis sous pression énorme. On ne sait pas tout à fait si c'est exactement l'administration de Biden, Zelensky, enfin bref. Ah si, on le sait. Si. Bon, non, il y a plus de doute aujourd'hui, si vous voulez. Si vous voulez, il y a des enquêtes sérieuses qui ont été faites, les grands experts internationaux. Les Allemands, plusieurs médias allemands considèrent, nous digressons, mais les grands médias allemands considèrent que parce que Scholz est allé voir Biden à un moment, quelques mois après les faits, en lui disant, on fait une rapide parenthèse, en lui disant c'est pas possible, moi j'ai mon opinion publique qui est très en colère sur Nord Stream, il faut faire quelque chose. Et à ce moment-là, les services des deux pays se sont mis d'accord pour inventer une histoire abracadabrantesque qui était que 8 plongeurs ukrainiens avaient pu faire sauter Nord Stream. Il faut être sérieux. Et on a en particulier les confidences faites à Seymour Hersh, qui est un journaliste de l'establishment mais critique. Et aujourd'hui, il n'y a plus aucun doute sur le fait que ce sont les Américains. Mais Trump, j'insiste là-dessus, Trump était contre Nord Stream. Et aujourd'hui, Trump, il veut vendre du gaz naturel liquéfié à l'Europe. C'est là qu'il va y avoir une contradiction fondamentale. Quand je vois M. Musk soutenir l'AfD, l'alternative pour l'Allemagne, mais est-ce qu'il sait que l'AfD est pour la reprise de Nord Stream et des liens avec la Russie? Ou alors, est-ce que ça veut dire qu'il veut neutraliser
qu'il veut neutraliser l'alternative pour l'Allemagne en la voyant comme un parti dangereux puisque c'est un parti de l'indépendance européenne. Avez-vous le sentiment, Édouard Husson, que l'Amérique redevient le centre du monde? Tout le monde ne parle que de ça. Que l'on aille à Kuala Lumpur ou à Buenos Aires, tout le monde ne parle que de Donald Trump et de son investiture. Si vous voulez, je pense qu'il y a une excitation. D'abord parce que il faut dire que le retour de Trump est absolument extraordinaire. Moi, je fais partie des rares qui avaient parié dessus. Mais honnêtement, il y a un an, si on faisait un sondage, qui pariait sur le retour de Trump? Quasiment personne. Bon, il y a le côté flamboyant du personnage. Et par ailleurs, comme on le disait en commençant, il va marquer la politique. Il a commencé la politique américaine pour lui en 2015, 2016, et si Dieu lui prête vie, il quittera le pouvoir en 2029. C'est-à-dire qu'il aura dominé la politique américaine pendant aussi longtemps que Franklin Roosevelt, même s'il n'aura pas été président pendant toute la période. Mais malgré tout, c'est lui qui domine la politique américaine. Au-delà de ça, moi je crois qu'il faut peut-être un peu calmer le jeu. Ce qu'ont fait les BRICS dans l'année 2024, en particulier les résultats du sommet de Kazan, montrent qu'il y a un rééquilibrage du monde. Et d'ailleurs, Trump se rend bien compte, il veut arrêter la guerre en Ukraine, il a imposé un cessez-le-feu à Gaza. Donc comme c'est un réaliste, il voit quel est le vrai rapport de force. Et il veut d'autre part recentrer les États-Unis sur eux-mêmes, d'où d'ailleurs ces idées provocatrices d'annexer le Canada, le Groenland, de reprendre le canal de Panama. Ou de rebaptiser le golfe du Mexique en voilà. golfe d'Amérique. Voilà. C'est plus aller défendre Taïwan en l'occurrence. Je veux dire, c'est des choses qui sont très proches des États-Unis. Il y a un recentrage, il y a un retour à la doctrine Monroe. Vous évoquez Taïwan. TikTok a été rétabli. C'est un geste, semble-t-il. Oui. Semble-t-il un geste avec Pékin ou la Chine. Il a eu Xi Jinping au téléphone le 18 janvier. C'était un très bon appel pour la Chine comme pour les États-Unis. Je m'attends à ce que nous résolvions de nombreux problèmes ensemble, et ce dès maintenant, a donc déclaré Donald Trump dans la foulée, tandis que Xi, lui, disait espérer un bon départ. Donc, le pivot vers la Chine, semble-t-il, n'aura pas lieu, selon vous, sous l'ère Trump. La priorité de Trump, ça va être la politique intérieure. C'est ce qu'il a appelé hier. Permettez-moi, j'ajoute une autre question. Oui. Vous semblez dire qu'on verra en fait un partage du monde en bonne entente? Je ne sais pas si ça sera en bonne entente, mais de facto, si Trump veut réaliser ce qu'il appelle sa révolution du bon sens, et pour ça, s'il veut revigorer les États-Unis, parce que je crois qu'il a profondément raison sur le déclin relatif des États-Unis, il va falloir qu'il passe le maximum d'énergie aux États-Unis et aux relations des États-Unis avec les voisins immédiats. Et donc, je pense qu'il sera obligé de trouver un compromis avec la Russie, avec la Chine, avec les BRICS. Ça sera peut-être douloureux. Je l'écoutais hier dans sa conférence de presse avec les journalistes. Il envisage des droits de douane à 100% pour les BRICS. Donc là, on sent le Trump négociateur qui tout de suite... Oui, dans le cas de création d'une monnaie des BRICS. Simplement, les BRICS sont plus malins que ça. Ils commercent dans leur propre monnaie. Donc qu'est-ce que pourra dire Trump là-dessus? Il peut rien dire. Et il reste une part d'illusion chez lui. J'ai écouté hier sa conférence de presse là depuis le bureau ovale où il a improvisé devant les journalistes. Il dit des choses qui sont absurdes. Par exemple, quand il dit qu'il y a eu 1 million de tués russes en Ukraine, on sait que c'est 10 fois moins. Donc, est-ce qu'il le fait exprès pour épargner l'orgueil des Ukrainiens qu'il va forcer à négocier, etc. Mais il a dit aussi Poutine a besoin d'arrêter la guerre. Mais non, Poutine n'a pas besoin d'arrêter la guerre. La Russie a résisté aux sanctions, elle se renforce plutôt. Donc il va y avoir, je pense, un choc de réalité. Parce qu'il va falloir que même Trump s'adapte. Mais on va voir ce que ça donne, ça va être passionnant. Alors vous évoquez l'Ukraine, donc Poutine, hier, a quant à lui salué l'entrée en fonction de Trump et son désir donc de renouer avec Moscou. Une rencontre entre les deux, j'ai envie de dire entre les deux géants contemporains, pourrait bientôt avoir lieu selon Trump. Donc vous dites que la Russie n'a pas besoin d'arrêter la guerre tout de suite. Peut-être que Moscou tempère. Trump, lui, a besoin d'arrêter ce conflit? Oui, je pense qu'il a besoin de l'arrêter vite. Parce que l'armée russe ne cesse d'avancer. Et plus il attendra, plus l'armée russe dictera ses conditions à l'Ukraine. Donc son intérêt bien compris, c'est d'arrêter. Simplement, ce qui est compliqué, c'est que Poutine a mis la barre très haut.
Poutine veut que Trump réponde aux questions que Biden n'a pas voulu traiter en 2021, c'est-à-dire la question de la sécurité européenne et de garanties pour la Russie, en particulier de démilitarisation et de dénucléarisation de l'Europe orientale. Et là, ça va être compliqué. Donc je pense qu'il y aura beaucoup plus de hauts et de bas dans leurs négociations que ce à quoi s'attend Trump. Il n'aurait, selon certaines sources, pas arrêté de communiquer depuis que Trump a quitté pour une première fois le pouvoir. Ils auraient eu 9 conversations au téléphone, selon certaines sources. Vous pensez que les deux peuvent s'entendre aussi ? Moi, je suis sceptique. Je vais vous dire, je pense qu'on ne prête qu'aux riches, hein, donc on imagine, puis c'est un petit peu un héritage du Russia Gate, hein, de ce qu'on a raconté, les relations entre Trump et Poutine. Moi, je crois que Poutine a du respect pour Trump personnellement, mais par ailleurs, il a été très déçu par le premier mandat, puisqu'il a vu que Trump n'avait pas réussi à imposer sa ligne de dialogue serein avec Moscou. Et donc, moi, je pense que ça va être beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit, la discussion entre les deux. Parce que là, c'est pas simplement comme à Gaza imposer un cessez-le-feu à Netanyahou. Ce qu'a fait Trump à Gaza, c'était à la fois nécessaire, inattendu, mais c'était simplement les États-Unis ont l'autorité sur Israël et on a oublié de vous le dire depuis quelques années. Bah là, je le redis. Et donc c'est ce que Witkoff a fait. Là, il va falloir parler d'égal à égal. Et pour un Américain, c'est toujours difficile de la nation exceptionnelle de parler d'égal à égal. Mais aujourd'hui, objectivement, l'armée russe est plus performante que l'armée américaine. C'est la leçon des 3 dernières années. Et donc, ça va être compliqué de faire cet ajustement. Est-ce que vous envisagez, on a beaucoup évoqué un axe de la résistance, un axe anti-occidental, il y a eu évidemment des ressacs pour celui-ci, l'Iran semble un peu plus faible qu'il y a un an. Est-ce que celui-ci est en mesure, encore une fois, de contrer la domination occidentale dirigée par les États-Unis, encore une fois, sous l'ère Trump ? Il n'y a plus de domination occidentale. Je crois que, si vous voulez, il y a maintenant un rééquilibrage du monde. La grande nouvelle des 3 dernières années, c'est que la Russie a résisté aux sanctions. La deuxième grande nouvelle, c'est que la Chine, mais aussi l'Inde, ont soutenu la Russie face aux sanctions nord-américaines et européennes. Donc en fait, aujourd'hui, il faut éviter les 2 excès. Je ne crois pas que le déclin américain soit inéluctable parce que ce pays a encore un grand dynamisme démographique, parce qu'il a une vitalité et parce que un phénomène comme Trump est possible. Mais d'un autre côté, la difficulté pour Trump de ce 2e mandat, c'est que les États-Unis sont affaiblis par rapport à ce qu'il a connu dans le premier mandat. Et pour une raison très simple, c'est qu'on a vu les limites de la puissance militaire américaine en Ukraine. L'armée ukrainienne soutenue à fond pour l'OTAN. L'armée américaine n'était pas elle-même présente sur le terrain, je joue l'avocat du diable, mais, c'est revanche, le soutien américain qui en effet pâtit. Oui, mais enfin les armements américains qui étaient actionnés avec l'aide de conseillers militaires américains ou otaniens n'ont pas tenu le choc face aux nouveaux armements russes. Les chars Abrams ont été ridiculisés, les Patriotes ont été ridiculisés par les systèmes Kinjal ou autres missiles hypersoniques. Donc si vous voulez, c'est ça la réalité. Et aujourd'hui, objectivement, la Russie est redevenue la première puissance militaire du monde. Et ça, les États-Unis doivent l'accepter. C'est compliqué pour eux. Je ne sais pas si Trump est au bout de ce processus. Vous ne savez pas si Trump est au bout de ce processus. Le déclin américain n'est pas inéluctable, mais évidemment, Trump devra composer avec. Ce sera le mot de la fin. Edouard Husson, merci infiniment d'avoir répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Surtout, n'oubliez pas de le commenter et de le partager. Merci et bonne soirée à tous.